Merci à tous d'être là. On n'est pas très nombreux. Je viens de compter, on doit être entre 45 et 50. C'est pas énorme, mais à 2 mois d'une élection, d'un pays où beaucoup de gens pensent que la politique, ça sert plus à rien, que de toute façon c'est foutu, qu'il n'y a pas de solution, être presque 50 un soir d'hiver pour réfléchir à l'avenir de notre département, c'est déjà pas mal. Donc merci à ceux et celles qui sont là. Et puis je pense qu'il faut qu'on arrive tous à convaincre autour de nous que la politique, ça vaut le coup et que cette élection est importante. Je vais d'abord parler du fond et je pense que dans le débat, on dira pourquoi aller voter le premier tour des cantonales est très important pour la vie de nos territoires dans le 92 et aussi pour une vision nationale des questions politiques. C'est le dernier grand vote avant la présidentielle. Donc il y a un double effet dans le vote que vous ferez le 20 mars. Il y a au moins deux choses importantes. Alors on m'a demandé de parler du fond, de la crise. Je le fais sans aucun plaisir, je suis plutôt un naturel joyeux. Là, tout à l'heure, j'ai passé une demi-heure avec les enfants, on a plutôt rigolé. Mais en même temps, comme responsable politique et comme citoyen, je dois dire qu'il y a de quoi être inquiet. Que certains, souvenez-vous, il y a 2 ans et demi, quand Lehman Brothers est tombé, tout le monde nous a dit qu'on vivait une crise historique, que c'était la fin du capitalisme, qu'il fallait tout repenser. Vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, tout le monde, à droite comme à gauche, de Sarkozy à Besancenot, tout le monde était d'accord pour dire que le capitalisme nous amenait à la catastrophe et qu'il fallait tout repenser. Bon. Et aujourd'hui, alors qu'il y a quand même plus de 4 millions de chômeurs, qu'on est à un niveau de déséquilibre, que le monde est à 2 doigts du chaos financier, qu'on entend un bon nombre de dirigeants de droite, mais aussi parfois quelques dirigeants de gauche, on a l'impression que la crise était une parenthèse et qu'on peut continuer comme avant. Et nous, à Europe Écologie, on a une lecture de la société, une lecture de la crise différente. Et c'est aussi pour ça qu'on pense que les solutions, on n'a pas les mêmes solutions parce qu'on n'a pas la même lecture de l'état actuel et de ce qui se prépare si on ne change pas radicalement de politique. Alors, comme économiste de service, je vais vous donner quelques chiffres. Enfin, vous voyez, je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Tu l'as dit, en fait, les États généraux, ça fait maintenant 1 an, c'est plusieurs étapes. Yves a participé à 2 jours de débat en octobre et on avait fait un premier débat avec Joseph Stiglitz et Eva Joly et Edgar Morin à la Défense, pas loin d'ici, il y a 1 an. Et Joseph Stiglitz, prix Nobel, dit « Personne ne veut regarder les choses en face. Nous sommes en train de préparer le terrain pour des crises aussi violentes, pour d'autres crises aussi violentes que celles que nous avons connues. Depuis 2 ans, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. » Voilà, il dit depuis 2 ans, on cause, on veut rassurer les peuples tout en donnant l'impression de faire des trucs. On s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic, mais on est toujours sur le Titanic et on sait que ça peut mal finir le Titanic. Ou Krugman, un autre prix Nobel, qui dit que nos dirigeants sont dans le déni de la réalité, que les dirigeants passent leur temps à rassurer les gens. Quand vous entendez Christine Lagarde, toutes les semaines, Christine Lagarde se félicite de quelque chose. Elle se félicite de la sortie de la crise, elle se félicite du chômage, elle passe son temps à dire que tout va bien. C'est Churchill, dans ses mémoires, qui explique qu'on aurait très bien pu éviter la Deuxième Guerre mondiale, mais que tous les chefs d'État se sont cru obligés d'être optimistes. Il fallait être optimiste et rassurer les peuples. Et à force d'être optimiste et de faire la politique de l'autruche, on est allé arriver à une catastrophe qu'on aurait très bien pu éviter. Donc nous, notre but n'est pas de dire que ça va mal. Notre but, c'est juste de dire, voilà l'état des lieux, et voilà surtout les solutions, voilà pourquoi c'est grave et pourquoi ça peut s'aggraver, et pourquoi on a des solutions efficaces pour sortir de la crise avant qu'elle s'aggrave. Alors dire la vérité, c'est par exemple, je suis allé juste faire sur le site du ministère du Travail, faire une copie d'écran, c'est l'évolution du nombre de chômeurs, c'est pas moi qui ai fait la courbe, vous allez sur le site du ministère du Travail tout à l'heure, 1 100 000 chômeurs en plus depuis 2 ans. 1 100 000 chômeurs, hommes et femmes, il doit en avoir dans la salle, on doit en connaître parmi nos copains, parmi nos familles. 1 100 000 chômeurs en plus, c'est quand même considérable. Et quand on nous dit qu'il y a une amélioration, il y a 500 000 tous les mois, il y a 500 000 hommes et femmes qui arrivent à Pôle emploi. C'est des chiffres qu'on n'aurait jamais imaginés il y a 2 ans. Le flux de nouveaux entrants, c'est monstrueux. 500 000 personnes qui tombent au chômage chaque mois. Et pourquoi est-ce que la courbe ne monte pas de 500 000 de plus tous les mois? C'est parce qu'il y en a qui s'en vont. Il y en a, par exemple, 490 000. Là, c'est pour ça que Christine Lagarde se félicite du fait que le nombre de chômeurs augmente moins vite. Mais pourquoi est-ce que les gens quittent Pôle emploi? Est-ce que c'est parce qu'ils retrouvent un boulot? La réponse, hélas, c'est le ministère qui le dit. Plus de la moitié de ceux et celles qui quittent les statistiques ne retrouvent pas de boulot. C'est le ministère qui le dit. Plus de la moitié sont en fin de droit. Moi, j'ai un copain dans mon quartier qui avait travaillé pendant 10 ans dans la banque. Il a été licencié il y a 2 ans et demi. Pendant 2 ans, il a cherché, mais il n'a pas trouvé. Au bout de 2 ans, il a fini ses droits, il tombe au RMI. Et il y en a qui ne tombent même pas au RMI, si leur conjoint a un revenu, ils ne tombent à rien du tout, et ils ne sont plus dans aucune statistique, mais ils sont dans la galère la plus totale. La famille a vu son revenu divisé par 2. Vous
voyez ce que ça veut dire au quotidien, quand il faut payer la cantine des enfants, quand il faut préparer les vacances. Ils ne sont dans aucune statistique. Christine Lagarde se félicite parce qu'ils ont disparu de l'écran radar, mais c'est des milliers, c'est chaque jour, c'est très concret. J'aimerais montrer des visages de personnes, parce que j'en vois dans mon quartier. L'autre jour, je prenais un café avec quelqu'un, j'ai vu passer une maman, on est parents d'élèves dans la même école, et je sais qu'elle est dans une mouise terrible, que son mec est au chômage et qu'elle-même est en situation précaire. Donc derrière des chiffres, c'est des personnes, c'est des familles. On nous dit qu'il y a une accalmie, mais il n'y a aucune accalmie. Plus de la moitié de ceux qui quittent Pôle emploi ne retrouvent pas de boulot. Et parmi ceux qui retrouvent du boulot, encore une fois, c'est les chiffres officiels du ministère. 60% des embauches, c'est des contrats de moins d'un mois. Donc on n'a jamais connu un tel niveau de chômage, on n'a jamais connu un tel niveau de précarité. Il ne s'agit pas de faire du zola. Heureusement, il y a encore des gens qui ont un boulot stable, il y a encore des gens qui sont heureux au travail. Il ne s'agit pas de dire que tout est foutu. Mais quand même, voyons, quand on nous dit que la crise est bientôt finie, c'est se moquer du monde. Et quand on nous explique que la croissance va revenir, c'est juste du pipeau. Vous avez là quelques dépêches qui vous expliquent qu'au Japon, la consommation est en train de retomber. Cet après-midi, l'Angleterre a annoncé, je ne sais pas si vous avez vu sur tous les sites internet, l'Angleterre vient d'annoncer qu'elle retombait en récession. La semaine dernière, c'est l'Allemagne qui a annoncé que les ventes de détail retombaient de moins 3% en un mois, ce qui est très rapide. Donc il n'y a que Christine Lagarde, pour schématiser, qui croit encore que la reprise est là et que la croissance va revenir et va régler tous les problèmes. Et pendant qu'on essaye de rassurer les gens, il y avait une fuite dans la presse anglaise il y a quelques mois. C'est la Société Générale qui prévenait ses meilleurs clients qu'il y avait un risque de global collapse, c'est-à-dire d'un effondrement complet du système économique et financier. C'était un mémo de 50 pages qui était envoyé aux meilleurs clients. Moi, je suis à la Société Générale, mais je ne l'ai pas reçu. Je pense que c'est ceux qui gèrent plus de 2 milliards. Je ne sais pas, oui, ils m'ont oublié. Mais vous non plus. Je ne sais pas. Je crois que c'est ceux qui gèrent des grands fonds qui l'ont reçu. Et la Société Générale explique c'était un argumentaire de 50 pages pour dire on peut continuer à jouer sur les marchés financiers. Il y a encore du bénéfice à faire. Mais sachez que ça peut s'effondrer et qu'il faudra se retirer en 48 heures. La conclusion, c'est soyez capables de retirer toutes vos billes en 48 heures parce qu'on peut avoir un effondrement complet du système économique et financier. Pourquoi? Il y a au moins 2 bombes dans le système. Je ne vais pas être trop long sur l'aspect macro, mais c'est quand même bien de savoir vers quoi on va en gros. Est-ce que la crise est vraiment finie ou est-ce que le pire est devant nous? C'est quand même pas stupide de savoir pour des gens qui vont voter dans 2 mois pour savoir quelles équipes on met en place dans le département ou dans 1 an au niveau national. Est-ce que la crise est finie? La réponse est non. Quand on nous explique que les États-Unis et la Chine sont les 2 moteurs de la croissance mondiale, c'est vrai à très court terme, mais à moyen terme, c'est 2 bombes. Les États-Unis ont brûlé en 1 an et demi 2400 milliards de dollars. C'est des chiffres, si on s'était vu il y a 3 ou 4 ans, aucun de nous n'aurait pensé qu'un pays pouvait brûler, pour juste maintenir son économie à flot, 2400 milliards. L'autre jour, j'étais dans un débat avec Libération, et le journaliste me disait « Mais Pierre, tu es vraiment inquiet, ne t'inquiète pas, la Chine est toujours là pour financer les États-Unis. » Je lui dis « Excuse-moi, mais les ordres de grandeur ne sont plus bons. Ce que les États-Unis ont cramé en 18 mois, c'est l'équivalent de tout ce que la Chine, c'est exactement l'équivalent de toutes les réserves de change que la Chine avait pris 15 ans à accumuler. Quant à la Chine, ils ont eu tellement peur de tomber en récession l'an dernier, quand les exportations chutaient, que le gouvernement a fait un gros plan de relance avec du béton partout, un grand classique, plan de relance par les dépenses publiques. Ils ont demandé aux banques d'accepter n'importe qui demandait un crédit privé pour acheter une voiture, pour acheter un appartement, pour boursicoter, pour faire agrandir sa zone industrielle. N'importe qui allait voir sa banque avait son crédit. Ils ont injecté 30% du PIB rien qu'en crédit privé. Au total, entre la dépense publique et les crédits privés, la Chine a injecté 43% du PIB. 43%, c'est du délire. Souvenez-vous, dans le traité de Maastricht, on avait mis comme règle de prudence pas plus de 3% du PIB de déséquilibre. Vous vous souvenez, c'était la règle jusqu'à il y a 3-4 ans. Pas plus de 3% du PIB. Voilà, on nous présente comme le nouveau modèle, l'économie qui va dominer tout le monde. Ils ont dû injecter, pour garder de la croissance. C'est pour ça que le débat que portent les écologistes est fondamental. Pour absolument garder de la croissance, parce que les dirigeants chinois pensent que s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas assurer la stabilité sociale. Donc c'est pour ça que cette question, on va en reparler, est fondamentale. Mais parce qu'il faut absolument de la croissance, ils ont injecté 44% du PIB. Et l'autre jour, je montrais ces 2 courbes à Bourguignon, qui est l'ancien chef économiste de la Banque mondiale, donc qui n'est pas un imbécile, et qui d'abord mettait ses lunettes et découvrait le problème pour la Chine. Il me disait, j'ai déjà vu des dépêches qui passent, mais qui nous disent qu'ils ont mis 1000 milliards de yuan, et il me dit honnêtement, tout le monde s'y perd entre les milliards de yuan, les milliards de yens, on ne sait pas si c'est beaucoup ou peu. Il me dit, vous, l'intérêt, c'est que vous le comparez au PIB. Donc on voit tout de suite qu'il y a un énorme... Non mais c'est vrai, honnêtement, moi je suis incapable. Tu me dis qu'ils ont mis 10 000 milliards de yuan, et tu me dis après ça qu'ils en ont mis 1000, je te fais oui à chaque fois. Non mais personne ne sait combien vaut un yuan par rapport à un euro. Par contre, quand on voit la courbe et qu'on voit qu'ils ont mis 30% du PIB en 1 an pour éviter la récession, on comprend qu'il y a un blême.
et ce que me dit Bourguignon, il me dit ce qui nous sauve, donc il me dit c'est très inquiétant, mais il me dit ce qui nous sauve, c'est que la Chine continue à financer les États-Unis. Et je lui dis, je suis désolé de vous contredire, mais si on suit tous les 3 mois, on sait qui c'est qui achète les bons du Trésor américain. Et en fait, la Chine est en train de se désengager. La Chine a tellement besoin d'argent pour sa propre croissance, toujours, il faut absolument relancer la croissance, on ne peut pas imaginer un nouveau modèle de développement. La Chine a tellement besoin d'argent pour elle-même qu'elle se désengage petit à petit. Alors, je ne vous dis pas, le problème à l'époque d'Internet, c'est qu'on a tous pris l'habitude de cliquer sur un truc et que ce soit un effet immédiat. Je ne vous dis pas que demain, là, le 26 janvier, je ne vous dis pas que demain, les États-Unis et la Chine s'effondrent. Je vous dis juste qu'on est sur des trajectoires absolument intenables, que ça ne peut pas tenir. Vous avez peut-être entendu, ceux qui s'intéressent à l'économie, que la Réserve fédérale vient de dire qu'elle va créer aux États-Unis 600 milliards de dollars. Elle crée 600 milliards à partir de rien du tout. Et donc les marchés financiers ont salué, il y a encore du liquide qui sort, c'est génial à très court terme. Mais pourquoi est-ce que la Réserve fédérale, donc la Banque centrale, crée 600 milliards, c'est quand même colossal, à partir de rien? C'est parce qu'en fait, plus personne n'achète les bons du Trésor à plus de 5 ans aux États-Unis. Pour rassurer le bourgeois et pour donner l'impression que tout va bien, les États-Unis, toutes les semaines, pour financer leurs dépenses, leur déficit qui est colossal, ils font des bons du Trésor à 1 an. Vous voyez ce que c'est les bons du Trésor? Tous les pays, on demande à quelqu'un, est-ce que vous voulez prêter de l'argent à la France ou à l'Allemagne ou aux États-Unis parce qu'on a besoin d'argent pour payer nos fonctionnaires, pour payer nos déficits, pour payer les hôpitaux. Donc, et aux États-Unis, c'est 14% du PIB de déficit. Et donc, pour rassurer le bourgeois et donner l'impression que tout va bien aux États-Unis, ils continuent à émettre des bons du Trésor à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 30 ans. Donc ça donne l'impression que tout va bien et que les gens font confiance, que même il y en a qui achètent des bons du Trésor à 30 ans. En réalité, il n'y a plus aucun investisseur normal qui achète des bons du Trésor à 10 ans ou à 30 ans. Plus personne de normal n'achète des bons du Trésor des États-Unis à plus de 5 ans. C'est pour ça que la Réserve fédérale est obligée la Chine se désengage, mais elle n'est pas la seule. C'est pour ça que la Réserve fédérale crée de l'argent à partir de rien pour acheter ces bons du Trésor. Mais vous voyez qu'on est dans une fuite en avant. Je pense que s'il y en a qui ont fait des études d'économie ici, jamais personne n'aurait imaginé que la première puissance économique mondiale était dans cette fuite en avant, à créer des centaines de milliards. Rien que depuis début janvier, ils ont créé 110 milliards, ils ont sorti les chiffres hier. Le mois de janvier n'est pas fini, ils ont créé à partir de rien 110 milliards parce qu'il fallait absolument financer les déficits. Donc, tous ceux qui vous disent que la crise est bientôt finie et que la croissance va revenir et que vous pouvez consommer tranquille, c'est quand même assez inquiétant. Ils n'ont pas vu venir la crise. Vous voyez, c'est Krugman, le prix Nobel, qui a fait un édito il y a quelques semaines, qui dit que ça ressemble de plus en plus aux années 30. Il fait son éditorial depuis Berlin et avec une photo de soupe populaire. Krugman, qui est un de ceux qui avait annoncé la crise, dit quand même on est en train d'accumuler les bêtises, pour être poli, et ça risque de mal finir. Alors, ça c'est un peu ridicule de se montrer, mais c'est le journal Marianne qui avait fait 2 pages il y a 2 ans, ou un peu plus de 2 ans, sur ceux qui avaient annoncé la crise. J'étais tout fier d'être, là c'est moi, mais j'étais tout fier d'être à côté de Roubini, le conseiller de Clinton, de Paul Jorion, de Michel Aglietta, de Morin. Et Marianne faisait tout un dossier sur ceux qui avaient annoncé la crise et qu'on n'avait pas écouté. Et honnêtement, c'était pas très compliqué d'anticiper la crise. Vous voyez la photo, c'est une conférence de presse que j'avais faite en 2003 à l'Assemblée nationale avec des gens des Verts et d'autres partis. On avait dit qu'il fallait faire attention. Vous voyez la courbe de la dette aux États-Unis. Quand vous voyez la courbe de la dette qui monte comme ça et le taux d'épargne qui devient négatif, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 15 en économie pour comprendre qu'il y a un problème. Et donc, on ne nous a pas écoutés. On a quand même été assez nombreux, on était plus que 5 en réalité, on a été quand même assez nombreux à dire qu'on allait vers une grosse crise et nos dirigeants ont été incapables. Alors qu'on aurait très bien... Et ce n'est pas un problème théorique, c'est quand même plus de 80 millions de chômeurs. Le BIT a sorti ce matin une étude qui dit qu'il y a au moins 80 millions de chômeurs qui sont dus à la crise, 80 millions de chômeurs et on a dépensé des centaines de milliards. Donc ces centaines de milliards, on aurait pu ne pas les dépenser et les 80 millions de chômeurs, on aurait pu ne pas les avoir. Donc la crise qu'on vit depuis 3 ans, on aurait très bien pu l'éviter, mais simplement nos dirigeants étaient complètement aveugles et complètement bouchés intellectuellement. Ils croyaient au libéralisme et on était tous des affreux gauchistes et des pessimistes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas anticipé la première crise et ils ne voient pas venir la prochaine. Comment éviter la prochaine? C'est là qu'on en vient à la question sociale, parce que je rencontre pas mal de dirigeants, soit à Paris, soit à Bruxelles, pour des questions européennes, et j'ai l'impression que pas mal de nos dirigeants tournent en rond, qui sont en fait paumés. Que devant la caméra, ils essayent de rassurer les gens, mais quand on les voit en petit comité, ils savent que ça peut devenir grave, que ça peut partir en vrille, mais ils ne voient plus comment s'en sortir. Et même Roubini, je vous dis, qui était un de ceux qui avait lancé la crise, montre bien le désarroi de pas mal d'élites. Roubini vient de faire un gros bouquin de 400 pages où il explique qu'on va vers une crise explosive, terrible, à cause du poids de la dette publique. La thèse qu'il développe, c'est que dans tous les pays, la dette publique devient écrasante et que donc on va en crever, que ça va mal finir, qu'on va avoir un crack beaucoup plus grave que celui... Bon.
Et donc un journaliste de Nouvel Observateur, il y a 6 mois, lui dit, mais alors, donc il faut faire des plans de rigueur. Et la réponse de Roubini, c'est les plans de rigueur, damned if you do, damned if you don't. On est foutu si on les fait, on est foutu si on les fait pas. Oui, ça donne l'impression quand même qu'on tourne un petit peu en rond. Donc en gros, le problème, c'est si on fait des plans de rigueur, on retombe en récession tout de suite. Et si on ne fait pas de plan de rigueur, si on continue à faire marcher la planche à billets, dans 4 ans ou dans 5 ans, on est écrasé par la dette et là, on est sur le toboggan et on ne sait plus comment l'arrêter. Donc la réponse de Roubini, elle illustre bien, à mon avis, il a au moins le courage de le dire. Il sent que c'est grave, il sent que ça peut partir en vrille, mais il ne voit plus comment on en sort. Comment on en sort? C'est en comprenant où est l'hémorragie. C'est Stiglitz qui disait il y a 2 ans, en ce moment, on se contente de faire une transfusion à un malade qui a une hémorragie interne. On ne s'est pas donné les moyens dans le débat public d'avoir un vrai diagnostic et de comprendre où est l'hémorragie interne. Pourquoi est-ce que dans tous nos pays, il y a besoin de toujours plus de dettes, que ce soit la dette privée ou la dette publique? Pourquoi est-ce que nos économies tombent si on arrête un plan de relance, si on arrête la fuite en avant avec la dette publique? Pourquoi est-ce qu'on retombe en récession? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de toujours plus de dettes pour faire tourner l'économie? Et la solution, on la trouve en regardant cette courbe. Cette courbe, elle vient de la Réserve fédérale. On ne peut pas faire plus officiel aux États-Unis. Et c'est la dette totale depuis 1952. C'est la dette des familles, plus les entreprises, plus les collectivités, plus l'État. Je n'ai pas mis le secteur financier, mais voilà. Et vous voyez que ce qui est inquiétant, c'est cette zone-là. On voit que ça monte verticalement, ça c'est très inquiétant. Mais la bonne nouvelle dans cette courbe, c'est que pendant 30 ans, donc ce n'est pas une vision de l'esprit, ce n'est pas un modèle qu'ont inventé deux gars de leur côté. Pendant 30 ans, aux États-Unis, et c'est vrai aussi chez nous, on avait un système économique qui fonctionnait parfaitement sans avoir besoin de dette. Et c'est jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, pour être clair, c'est l'arrivée de Ronald Reagan qui déstabilise, c'est l'arrivée des néolibéraux au pouvoir, qui déstabilise le système. Même la guerre du Vietnam, même le choc pétrolier de 1974, même la sortie de Bretton Woods en 1971, n'avaient pas réussi à déséquilibrer le système autant que les néolibéraux. Donc pendant 30 ans, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un fonctionnement, il y a une régulation de l'économie et du social qui est possible pour qu'on retrouve un équilibre sans avoir besoin de toujours plus de dettes et jusqu'au crack final. Et qu'est-ce qu'ont fait les libéraux? Ils ont cassé beaucoup de choses, ils ont dérégulé beaucoup de choses, mais ce qu'ils ont fait surtout, et ce qu'ils voulaient faire, c'était de faire baisser la part des salaires dans le PIB. Cette courbe, elle vient de l'OCDE. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous mes chiffres sont justes. Je ne sais pas bien mentir, j'ai une éducation un petit peu rigoureuse dans ce domaine-là. Donc évidemment, il y a un débat tout à l'heure sur les conclusions politiques, mais je ne vous dis pas à chaque fois si ça vient de la Réserve fédérale, de l'OFCE, de l'OCDE ou de Eurostat, mais tous les chiffres sont justes. On voit là pour plusieurs pays l'évolution de ce qui va au salaire dans le PIB. Le PIB, c'est toute la richesse qui est produite chaque année dans un pays. Qu'est-ce qui va au salaire par rapport à ce qui va au bénéfice? Et on voit que pour l'ensemble des pays occidentaux, c'était à peu près 67% du PIB qui allait aux salariés, 67% à la fin des années 70, et on est tombé à 57%. Donc c'est des sommes considérables qui sont allées aux actionnaires alors qu'ils auraient dû aller aux salariés. Si vous faites le total simplement pour les 15 pays de l'OCDE les plus riches, l'Allemagne, le Japon, la France, les États-Unis, l'Angleterre, vous prenez les 15 plus riches, on a les données facilement, c'est 37 000 milliards de dollars qui auraient dû aller aux salariés et aux caisses de sécu, aux caisses de sécurité sociale, là où il y en a, et qui sont allés aux actionnaires. 37 000 milliards. À rapprocher d'un chiffre qui est sorti dans le journal Le Monde au mois de juin, qui est intéressant, c'est la fortune cumulée des 0,2% les plus riches de la population mondiale. La fortune cumulée des 0,2%, c'est 39 000 milliards de dollars. Donc on nous a fait croire depuis Balladur que tout le monde était actionnaire, allez, ce que vous n'avez pas par votre salaire, c'est pas grave, on est tous actionnaires, c'est la mythologie balladurienne. Mais il y a peut-être des gens ici qui ont quelques actions. Moi, j'ai eu pendant 1 mois 10 actions d'EDF. Il y a un moment, mon banquier m'avait convaincu qu'il fallait acheter 10 actions d'EDF. Bon, j'avoue, pendant 1 mois. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'a pas des centaines de milliers d'actions. Donc, et c'est 0,2% de la population mondiale. Il y a 37 000 milliards qui auraient dû aller aux salariés. Et c'est l'argent qui n'est pas allé aux salariés et aux caisses de sécu, il n'est pas allé à la recherche. Après tout, on pourrait dire, OK, les salariés ont souffert, mais c'est plus d'argent pour la recherche, plus d'argent pour préparer l'avenir, plus d'argent pour les PME. La réponse est non. Toutes les études par exemple, de Patrick Artus montrent bien que, hélas, non, ce n'est pas plus d'argent pour la recherche, ce n'est pas plus d'argent pour préparer l'avenir, pour développer. C'est l'essentiel des richesses nouvelles a été accaparé par 0,2%. Et ce qu'on ne donnait pas par le salaire, pendant 20 ans, on l'a donné en permettant aux gens de s'endetter. On disait aux Américains, aux Espagnols, aux Anglais,
ok, vos salaires ne sont pas géniaux, mais vous pouvez quand même acheter une voiture ou acheter un appartement, regardez, signez là, et pendant 2 ans, vous remboursez presque rien. La caricature, c'est le subprime. Donc ce qu'on ne donnait pas par le salaire, on le donnait par la capacité d'endettement. Et donc pour certains, c'était génial. C'était fromage et dessert. En même temps, on gagne parce que les actions on gagne beaucoup comme actionnaire, et on gagne avec les banques qui font des prêts. Et le problème, c'est que ça n'a qu'un temps. Alors ça, c'est la courbe de la part des salaires en Chine, c'est encore pire. C'est le pays où il y a le plus d'inégalités. Ce qui va aux salariés, à monsieur, madame, tout le monde, c'est le pays où c'est le plus bas. Et par contre, on voit des jeunes cons qui, à 30 ans, sont déjà millionnaires. Et voilà, c'est le pays où, en même temps, on nous montre que le nombre de milliardaires, c'est en Asie que le nombre de milliardaires augmente le plus. Et on oublie de dire que c'est en Asie aussi, en Inde comme en Chine, qu'il y a des millions de gens, ou de centaines de millions, qui vivent avec 2 euros par jour ou moins de 2 euros par jour. Et que ça peut péter socialement assez vite. Donc je finirai là-dessus en disant qu'on n'est pas dans une crise financière. On nous répète depuis 3 ans qu'on est uniquement dans une crise financière. Alors un jour, on nous dit qu'il faut punir les banques, un jour, on nous dit qu'il faut les aider. On n'a pas très bien compris. Globalement, on les a plutôt aidés. On ne les a pas du tout régulés depuis 3 ans, ou de façon marginale. Mais c'est se tromper de répéter qu'on est seulement dans une crise financière. On est d'abord et avant tout, et je parlais de la crise écologique dans 1 minute, dans une crise sociale. C'est la crise sociale qui a déséquilibré la négociation. La négo dans beaucoup d'entreprises, Yves en parlerait mieux que moi, mais donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant 30 ans, avant l'arrivée des néolibéraux, pourquoi on a eu pendant 30 ans de la stabilité? C'est parce qu'il y avait des règles sur les salaires. C'est Ford même, c'est pas un gars spécialement à gauche, qui avait dit, si on veut avoir des clients, au début c'était bêtement business, hein, Ford disait, si on veut avoir des clients, il faut premièrement que tout le monde ait un boulot, que tout le monde ait un emploi, et deuxièmement que les salaires progressent chaque année. Ford disait, chacun de nous comme patron voudrait plutôt bloquer les salaires. C'est normal du point de vue individuel, mais si on bloque les salaires tous, on n'aura pas de clients. Donc Ford disait, il faut des règles collectives pour que tout le monde ait du travail et que chaque année, les salaires progressent comme la productivité. Si on fait des gains de productivité, si on est plus efficace, ce n'est pas uniquement les actionnaires qui doivent en profiter, il faut qu'il y ait un partage équitable. Au début, on l'a pris pour un fou, donc on ne l'a pas écouté, ça a donné la crise de 1929, mais après la crise de 1929, dans tous nos pays, par la négociation, par la loi, par les deux, il y a un équilibre un peu différent dans les pays, mais en gros, partout, il y avait des règles pour assurer que tout le monde, tous ceux qui le veulent, peuvent avoir un vrai boulot, et un vrai boulot à temps complet, entre guillemets, avec un salaire minimum. Moi, mes beaux-parents sont immigrés, ils sont arrivés en France à la fin des années 60, ils ont tous les deux trouvé un boulot, pas génial, mais correct, à temps complet, payé au SMIC, et du coup, les problèmes d'intégration étaient réglés tout de suite. Quand tout le monde trouve du boulot avec des salaires corrects et qu'il y a des progressions, donc pendant 30 ans, ça a fonctionné, il y avait des règles. Et puis les néolibéraux, sous prétexte de liberté, quand vous écoutez Ronald Reagan ou Margaret Thatcher ou les bouquins de Friedman, ils ont surfé sur le besoin de liberté, qui est une valeur fondamentale qui est en chacun de nous. Dans les années 60 et 70, les gens voulaient, regardez mai 68 en France, il y avait une aspiration à la liberté qui est fondamentale, et ils ont détourné cette aspiration, ils ont joué là-dessus en expliquant que tout ce qui était collectif, les règles collectives sur les salaires, les règles collectives en matière sociale, c'était une atteinte à la liberté individuelle, et qu'on voyait bien chez les soviétiques, tout ce qui était collectif nous avait amené à des horreurs. Souvenez-vous, Thatcher et Reagan, c'était quand même des argumentaires à la hache. Et donc, sous prétexte de mettre en avant la liberté individuelle, ils ont supprimé les règles sociales qui avaient été construites, soit dans le combat, soit dans un accord, et qui avaient fonctionné pendant 30 ans. Et la liberté individuelle de négocier, ça donne ça sur les salaires. Quand vous avez 4 millions de chômeurs, la négociation, dans beaucoup d'entreprises, c'est écoute, si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Je crois que c'est la CFDT Cadre qui a sorti une étude qui montre que l'an dernier, plus de la moitié des cadres ont perdu du pouvoir d'achat. Donc même les gens qualifiés qui sont en CDI, tout ce que vous voulez, même eux ont tellement la trouille d'être dans le prochain plan social qu'on accepte chaque année une charge de travail qui augmente, voire France Télécom, voire Renault, voire chaque année tout le monde, on accepte une charge de travail qui augmente et par contre le salaire augmente moins vite que l'inflation. Donc c'est la dérégulation qui a provoqué le chômage et la précarité dans un contexte où on a supprimé les règles collectives qui déséquilibrent la négociation. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. La part des salaires diminue. Pendant 20 ans, on cache le problème en permettant aux gens de s'endetter. Et là, maintenant, le roi est nu. Depuis 3 ans, on remplace la dette privée par la dette publique. Et là, depuis quelques semaines, on se rend compte que même le stock d'argent pour la dette publique est limité. Donc, je vous conseille vraiment de lire le dernier livre de Stiglitz, ou l'avant-dernier, Le triomphe de la cupidité. Il a raison, je crois. On est sur le Titanic et on s'est contenté de déplacer les fauteuils. Et on va vers l'iceberg. Et dans l'iceberg, on le sait tous, il y a 2 parties. Il y a la partie visible, c'est celle dont tout le monde parle, c'est la question des banques, des bonus, des finances et du rôle du dollar, c'est la partie finance-monnaie. Et puis il y a toute la partie invisible. Et on sait tous que la partie la plus dangereuse et la plus grosse de l'iceberg, c'est la partie invisible, c'est le chômage, la précarité. Donc quand on vous invite ce soir à écouter nos propositions, on est sur un sujet fondamental.
Alain me disait tout à l'heure que dans les tracts des socialistes, les socialistes sont en avance sur nous, ils ont déjà sorti un tract, mais il n'y a pas un mot sur l'emploi. C'est quand même dramatique. Et j'ai quitté le PS il y a 18 mois, mais j'ai encore plein de copains. La semaine dernière, je prenais un pot avec un copain qui est au PS, et je disais que c'était affligeant de voir un parti qui, au bout de 8 ans d'opposition, n'a rien à dire de nouveau, n'a aucune proposition. Il me dit, Pierre, tu es un peu sévère, on a quand même fait 7 conventions, depuis 2 ans, on s'est remis au boulot. Je lui dis, c'est vrai, vous avez fait cette convention, mais sur le chômage, vous n'avez rien de concret à dire. Il me dit, ah ça c'est vrai, on a fait l'impasse sur le chômage. Alors, j'ai éclaté de rire, je lui ai dit, attends, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Celui qui se prétend le premier parti de gauche et qui, au bout de 8 ans d'opposition, quand il y a 4 millions de chômeurs, avoue que, ah oui, on a oublié. Il y a un sujet qu'on a oublié de traiter, c'est le chômage. C'est tout con, le chômage et la précarité. En plus, ça déséquilibre tout. Quand on vous dit que la part des salaires a baissé de 10%, par exemple sur la question des retraites, il y a un syndicaliste là qui en parlerait sans doute mieux que moi, mais dire aux gens qu'il faut travailler plus longtemps, aujourd'hui, il n'y a que 14% des gens qui ont un boulot dans la tranche entre 60 et 64 ans, donc seulement 14% sont réellement au boulot. Et on nous dit que si on ne baisse pas le niveau de vie des retraites, il y aura un déficit de 1% du PIB dans 15 ans. Et simplement, ce qui va au salaire et aux cotisations a baissé de 10% du PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Le déficit qu'on nous annonce pour les retraites, il est 10 fois plus faible que la perte qu'on a tous. Voilà. Donc, encore une fois, faire l'impasse sur le chômage aujourd'hui, c'est juste pas possible. Donc première, pour nous, tu l'as dit, comme pour les Grünen en Allemagne, les Grünen, nos amis verts allemands, écolo-allemands viennent de tenir leur congrès, ils ont dit que la lutte contre le chômage est la priorité. On ne cède rien sur le nucléaire, sur l'énergie, sur les transports, sur la qualité de vie. Il ne s'agit pas seulement de sortir de la crise, il faut aussi permettre à chacune et chacun de vivre mieux. Mais on dit clairement qu'Europe Écologie Les Verts, la priorité, c'est la lutte contre le chômage, aussi bien au niveau d'un département qu'au niveau national. C'est pour ça qu'on a lancé les États généraux avec tous les syndicats, et aussi bien le MEDEF que le CJD. Je crois qu'on est le seul mouvement politique à faire ça. 9 mois de travail avec tous les partenaires sociaux. Et l'objectif est de dire, au mois de juin, on sera capable de dire, voilà toutes les mesures, 10, 15, qui nous permettront de diviser par 2 le chômage, de créer 2 millions d'emplois en jouant sur tous les leviers. On va être capable de façon très concrète de dire comment on peut diviser par 2 le chômage dans ce pays. Alors, ça suppose d'avoir un vrai débat avec les autres forces de gauche. Je crois qu'on a une divergence de fond avec le PS. Donc déjà, le diagnostic de la société n'est pas le même. Et en plus, notre vision des solutions pour créer de l'emploi ne sont pas les mêmes. Il y a quelques semaines, François Fillon a dit qu'à partir de 2012, on va retrouver 2,5% de croissance. 2,5%. François Fillon en est sûr. Et François Hollande lui a dit, oui, on va retrouver 2,5%, mais parce que le PS aura pris les manettes. Donc le PS et l'UMP s'affrontent sur plein de choses. Ils s'affrontent sur les moyens de relancer la croissance, mais aussi bien le PS que l'UMP comptent principalement sur la croissance pour nous sortir de la crise sociale. C'est essentiellement, ils ne sont pas d'accord sur, je ne vous dis pas que je confonds le PS et l'UMP, mais ils ne sont pas d'accord sur quelle est la politique budgétaire ou monétaire ou fiscale qui permettrait de relancer la croissance, mais ces 2 grands partis qui sont là depuis 30 ans, qui sont aux manettes depuis 30 ans, continuent à dire que la croissance va revenir et va régler le problème. Pourquoi est-ce qu'ils parlent tous de 2,5 ? Parce que vu les gains de productivité qu'on fait en France et vu l'augmentation de la population active, c'est plutôt une bonne chose. On est chaque année un peu plus nombreux. On a fait des bébés, plus de bébés que l'Espagne ou l'Allemagne il y a 20 ans. Donc ils arrivent sur le marché du travail, tout ça c'est plutôt bien. Il faudrait 2,5% de croissance pendant plusieurs années si on veut commencer à créer des vrais emplois. Si on veut donner non pas des petits boulots aux gens, mais donner des vrais emplois, il faut réellement 2,5% de croissance pendant plusieurs années si on continue à dire que la croissance est la seule solution. Or, le problème, c'est, vous voyez sur ces chiffres qui viennent de l'INSEE, c'est l'évolution de la croissance depuis 1960, décennie par décennie. Le tout petit problème, c'est que même avant la crise des subprimes et avant la crise qu'on vit depuis 3 ans, ça fait quand même 30 ans qu'on n'a pas les 2,5 qu'on attend. Il y a des moments où c'est mieux, il y a des moments où c'est moins bien, mais si vous regardez la moyenne, c'est quand même terrifiant. On pourrait en rigoler, là, vous avez tous des visages super sérieux, donc la prochaine fois, je le fais en gagman, avec Raymond Barre qui vous dit que la crise est bientôt finie, puis Pierre Mauroy qui vous dit que la croissance revient, puis Tartampion. Tous les premiers ministres, on pourrait faire un truc très rigolo, avec tous les premiers ministres depuis 1974 qui nous disent qu'il y a encore quelques mois difficiles, mais que ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel, les indicateurs repassent au rose ou au vert, ça dépend, Raymond Barre et Pierre Mauroy ne voyaient pas les indicateurs de la même couleur, mais tous nous ont dit qu'il y avait encore quelques mois difficiles, mais que la croissance va revenir, on met des rustines, on améliore le RMI, on fait un RSA bis, truc mus, on met des rustines, mais c'est sûr, dans quelques mois, la croissance va revenir. Ce n'est pas la peine de réfléchir à un nouveau projet de société ou à un nouveau modèle de développement. La croissance va régler le problème. Donc, ça fait quand même 30 ans qu'on n'a pas la croissance qu'ils espèrent. Et c'est un cercle vicieux. Plus on attend la croissance et plus il y a de petits boulots. Christine Lagarde expliquait l'autre jour qu'il fallait que les Français consomment plus.
consommer plus, ça ne fait pas un projet de vie, ça ne fait pas un projet de société. Et mon copain qui est au RMI à 480 € par mois, on ne peut pas lui demander de faire des folies, il a 480 € plus d'une location familiale. Donc demander aux gens de consommer plus, quand vous avez vu la courbe de la part des salaires, c'est un cercle vicieux. Plus on attend le retour de la croissance, plus on diminue la croissance. Et deuxième point, pour lequel nous, les écologistes, on dit que la croissance n'est pas la solution, qu'il faut arrêter, que si on s'intéresse vraiment à la vie des gens qui sont en situation de chômage, de précarité, si on s'intéresse vraiment à la vie des gens, c'est se foutre du monde que de dire que la croissance est la solution. Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, ça c'est une courbe très importante, elle vient du livre blanc de la Maison-Blanche qui a été publié en février 2007, donc juste avant la crise. Quand les États-Unis étaient encore le modèle, pour plein de gens, le modèle de l'économie en pleine croissance et en plein emploi. Eh bien, la Maison-Blanche expliquait qu'en fait, il y avait tellement de petits boulots aux États-Unis que la durée réelle moyenne est tombée à 33,7 heures. Avant la récession, quand les États-Unis étaient encore en pleine croissance, le chiffre que donne toujours le MEDEF et la droite, c'est la durée du travail, mais c'est uniquement dans l'industrie. L'emploi manufacturier, depuis 40 ans, ils sont en permanence entre 40 et 41 heures. Mais si on compte tous les emplois sans compter les chômeurs, vous voyez que malgré une croissance forte, qui était due à l'immigration et un niveau d'endettement colossal, mais malgré effectivement les États-Unis avaient un point de croissance de plus que l'Europe depuis 20 ans, ça c'est vrai, mais même avec une croissance forte, qui n'était pas tenable pour plein de raisons, une empreinte écologique catastrophique, un niveau d'endettement monstrueux, mais même avec une croissance forte, ils n'étaient pas du tout en situation de plein emploi, et même ils s'en éloignaient chaque année, il y avait de plus en plus de petits boulots. Ou l'Allemagne, c'est une étude qui est sortie hier du ministère du Travail. Vous êtes les premiers à voir ce graphique. Je l'ai rajouté cet après-midi. J'étais très heureux de l'avoir trouvé. C'est le ministère du Travail allemand qui montre la durée moyenne du travail en Allemagne depuis 2000. Elle est tombée un peu moins de 30 heures en 2009. Mais même avant la crise, quand on nous présentait l'Allemagne comme le pays du plein emploi, parce qu'ils ont su muscler leurs exportations et tout ça, la durée moyenne en Allemagne, c'était dans le journal La Tribune hier, vous pouvez le retrouver par Internet, était tombée à 30 heures et des poussières, sans compter les chômeurs. Donc même les pays qu'on nous montre comme des modèles, et ce serait pareil au Japon, même les pays qui avaient une croissance forte, la croissance n'était plus synonyme de plein emploi. Je vous ai d'abord montré l'évolution de la croissance en France pour dire voilà pourquoi on ne croit plus, nous les écologistes. Ça fait 30 ans qu'on nous promet monts et merveilles, ça ne marche pas visiblement. Mais même les pays où pour différentes raisons il y avait plus de croissance, la croissance n'était pas synonyme de plein emploi. Pourquoi ? Parce qu'on a fait plus de gains de productivité depuis 30 ans que sur les 2 siècles précédents. C'est ça que nos énarques ne comprennent pas, parce qu'ils ont tous fait l'ENA dans les années 70. Donc ils n'ont pas compris que depuis 30 ans, grâce aux ordinateurs, grâce aux robots, grâce à l'intelligence des gens, des salariés, on a fait plus de productivité depuis 30 ans que sur les 2 siècles précédents. Et donc même si on produisait plus, même s'il n'y avait pas une vraie contrainte écologique, même si on n'était pas sur une planète finie, même si on ne butait pas sur des ressources en matière d'énergie, même si vous pouvez imaginer tous les même si on arrivait pour la 20e fois à relancer la croissance encore pendant 1 an ou 2, la croissance, plus de croissance ne veut plus dire plus d'emploi, parce qu'avec les machines, avec les robots, on peut produire plus en ayant besoin de moins de travail humain. Ce n'est pas une théorie, c'est la réalité aux États-Unis ou en Allemagne, avant même que la crise s'installe. Troisième raison pour laquelle nous disons, nous les écologistes, qu'il faut inventer un nouveau modèle et que la croissance n'est plus la solution, c'est que de toute façon, la croissance ne reviendra pas. On est entre adultes, donc on peut se dire les choses franchement. Le scénario le plus optimiste, c'était dans le journal Le Monde il y a quelques mois, le scénario le plus favorable, si tout va bien, si ça ne pète pas en Chine, si ça ne pète pas aux États-Unis, le scénario le plus favorable, c'est une croissance à la japonaise. Le Japon n'a même pas 1% de croissance en moyenne depuis que la bulle a éclaté. Moi, je me souviens quand j'étais à Sciences Po, il y a 20 ans, on ne pouvait pas avoir la moyenne si on ne mettait pas un paragraphe sur le fait que le Japon allait dominer l'économie mondiale au XXIe siècle. On ne pouvait pas avoir la moyenne si on ne s'inclinait pas devant le Japon. Et en fait, c'était une bulle. Et depuis que la bulle a éclaté, ils n'ont même pas 1% de croissance. Pourtant, c'est le pays qui fait le plus gros effort de recherche. Et c'est très bien. Ils mettent 3% du PIB chaque année dans la recherche. C'est le pays qui a mis ses taux d'intérêt, sa politique monétaire la plus agressive. C'est le pays qui a fait le plus de plans de relance. Ça, c'est beaucoup moins bien. Ils ont foutu du béton partout. Ils ont triplé la dette publique. Ils arrivent à 200% du PIB de dette publique. Mais même en jouant au maximum sur la recherche, sur la politique monétaire, sur la politique budgétaire, en foutant du béton partout pour faire des grands travaux, le Japon n'a que 0,9, 0,95 de croissance. Et encore, c'est parce que le reste du monde lui achète ses produits. Voilà. Or, si tous les pays tombent dans la même trappe, on ne peut pas compter sur nos exportations vers la Lune ou vers Mars ou vers Pluton. Donc l'argument, on muscle notre compétitivité et on compte sur les exportations, il y a une limite. 2 dernières raisons pour lesquelles nous, les écologistes, nous disons que la croissance, il faut arrêter les blagues, il faut inventer un nouveau modèle, la croissance n'est plus la solution, c'est qu'on est dans un monde fini. Il y en a qui avaient ricané il y a 30 ans quand Meadows avait remis son prix au club de Rome, mais il a eu l'an dernier, en 2009, le plus grand prix scientifique, justement pour le rapport qu'il avait fait en 72 sur les limites de la croissance, en disant nous sommes sur une planète finie,
nos ressources en énergie, nos ressources en matières premières, nos ressources en atmosphère sont limitées. Et donc c'est juste stupide de croire qu'on peut toujours consommer plus d'énergie ou de ressources naturelles dans une planète finie. On l'a pris pour un Olubrius il y a 30 ans, il a eu le plus grand prix scientifique japonais il y a 2 ans. Dire la limite de la planète, c'est 3 dépêches. C'est les échos, ce que disaient les écolos il y a 30 ans, maintenant c'est les journaux sérieux, entre guillemets, qui le disent. Le journal Les Échos qui dit pétrole, les réserves mondiales plafonnent, la production décline. Cet été, le Mexique, c'était, vous voyez, le 17 août 2010, le Mexique a dû avouer un peu penaud que sa production de pétrole a baissé de 20% en 6 ans. Pourtant, ils vont creuser de plus en plus profond. Tant pis pour les dégâts écologiques, tant pis pour aussi on ne maîtrise pas, on l'a vu en Louisiane. Mais même en creusant de plus en plus profond, le Mexique... Donc, ce n'est pas, vous voyez, une théorie d'un écologiste qui pense que dans 50 ans, on aura un problème. C'est cet été, le Mexique qui a annoncé que sa production réelle, même en torchant de plus en plus les réserves, en allant plus loin possible, en écrasant les pierres ou en les extrayant au maximum, ils disent qu'ils produisent 20% de moins. Un autre exemple, c'est l'Algérie, qui explique qu'elle va diminuer ses exportations de gaz. C'était cet été aussi, vous ne l'avez peut-être pas vu, vous étiez en vacances, mais l'Algérie, qui en fait, le directeur général de l'énergie a été limogé, il avait menti sur les réserves, et l'Algérie, il dit qu'elle veut garder du gaz pour elle et qu'elle va commencer à diminuer ses exportations. Donc on arrive, ça fait 30 ans ou 40 ans, moi j'étais élève de René Dumont, j'ai fait de l'agro avant de faire Sciences Po, j'ai été un des élèves de René Dumont. À l'époque, si on avait écouté René Dumont et les premiers écolos, peut-être qu'on aurait pu anticiper. Donc pour toutes ces raisons, même le Figaro qui a compris qu'on vient de vivre la décennie la plus chaude, et 2010 a été l'année la plus chaude, et vous avez vu que l'Académie des sciences vient de voter à l'unanimité un rapport qui disait que Claude Allègre avait menti. Bon, un dernier point, non mais je suis terrifié de voir les dégâts qu'a fait Claude Allègre. Claude Allègre qui explique que tout ça, le dérèglement climatique, on n'est pas tout à fait sûr. Juste cette dernière dépêche, après ça je laisse la parole. Munich Re, qui est le plus grand réassureur mondial. Donc quand il y a des dégâts, quand il y a des inondations, des incendies, voilà, les assureurs qui ont des grosses dépenses se réassurent auprès de Munich Re. Donc depuis un siècle, ils ont la plus grosse base de données. Et Munich Re vient de sortir un rapport le 5 août, mais là aussi on était beaucoup peut-être en vacances, donc peu de gens l'ont dit, mais Munich Re dit maintenant il n'y a plus aucun doute sur le dérèglement climatique. Le nombre d'événements extraordinaires, c'est-à-dire des grandes tempêtes ou des inondations ou des sécheresses, le nombre d'événements extraordinaires a triplé en 30 ans. Donc c'est pas ce qui passe. Ce qui dit, c'est qu'un événement isolé, ce qui s'est passé en Russie cet été, tout seul, ça ne prouve pas le dérèglement climatique. Ce qui se passe en Australie en ce moment, tout seul, ça ne prouve pas le dérèglement climatique. Mais quand vous avez une accumulation, quand c'est en même temps des inondations majeures dans tel pays et des sécheresses, clairement, le dérèglement climatique est en train de s'accélérer. Donc il est urgent d'arrêter de consommer toujours plus d'énergie et de dérégler en permanence le climat. Donc voilà pourquoi nous disons que la crise est plus grave que ce que disent les autres, que ça peut se détériorer. La solution, ce n'est pas seulement les questions financières. La solution fondamentale, c'est de donner du boulot à tout le monde. La meilleure façon d'éviter une nouvelle récession. Paradoxalement, les autres vous donnent l'impression, le PS ou l'UMP, qu'ils sont plus optimistes que nous parce qu'eux, ils croient à la croissance, tandis que nous, on n'y croit pas. Ce n'est pas un problème de théologie, c'est juste regarder la réalité en face et s'intéresser à la vie des gens. Et en fait, plus on espère le retour de la croissance, plus on augmente le risque d'une grosse récession. Voilà. Tandis que nous, on n'espère pas le retour de la croissance. Et on dit, voilà comment on peut créer massivement des emplois sur nos territoires. Donc tu l'as dit, les états généraux, c'est 9 mois de travail. Europe Écologie a un certain nombre de pistes. On explique comment, au niveau d'un département comme au niveau du pays, on pourrait, au lieu d'attendre que la crise soit finie, que la croissance revienne, avoir une vraie politique du logement. Aux Pays-Bas, ils ont mis des milliards sur le logement. Le fonds de réserve des retraites, en France, chez nous, il est placé sur les marchés financiers. Aux Pays-Bas, les partenaires sociaux ont dit le fonds de réserve des retraites, on le met pour construire des logements. Ça crée des milliers d'emplois. L'an dernier, en France, on a détruit 50 000 emplois dans le bâtiment. Et en même temps, on manque cruellement, ici comme ailleurs. Quand vous voyez le prix d'un loyer dans le 92, il faut être très riche pour arriver à avoir 60 mètres carrés. Donc, aux Pays-Bas, ils ont construit, ça crée des milliers d'emplois, ça fait baisser les loyers, et du coup, ça distribue du pouvoir d'achat. Et c'est rentable, parce que tous les mois, il y a des loyers qui rentrent. Donc, si un département comme le 92 disait on est un des départements les plus riches, et en même temps, il y a une énorme tension sur les loyers, il y a encore des zones où on peut construire sans problème, est-ce qu'on fait, oui ou non, une priorité du logement? Nous, les écolos, on veut investir massivement, ça crée des emplois sur notre territoire. Faire des économies d'énergie, souvenez-vous le rapport de Nicolas Stern, là, le pétrole, on a cru avant-hier qu'il allait arriver à 100 $ le baril. Aussi bien du point de vue économique que écologique, il faut absolument baisser notre consommation d'énergie. Il y a 3 ans, tout le monde avait applaudi le rapport de Nicolas Stern qui disait qu'il fallait investir chaque année 1% du PIB pour faire des travaux d'économie d'énergie. 1%, ça veut dire en France 20 milliards chaque année. 20 milliards, et tout le monde avait dit oui, bravo, c'est vrai, c'est utile, ça fait baisser les factures des gens.
tous les gens qui payent trop de charges pendant l'hiver, si on fait des économies d'énergie, les factures sont moins chères, on diminue notre consommation de pétrole, c'est bon pour le climat, tout le monde y gagne. En fait, en France, ce qu'on fait en ce moment, c'est 100 fois plus faible. Si on écoutait Nicolas Stern, on devrait mettre chaque année 20 milliards. En fait, actuellement, il y a 200 millions. Ce qu'on fait actuellement en France en matière d'économie d'énergie, c'est exactement 100 fois moins que ce qu'avait proposé Nicolas Stern. Développer les énergies renouvelables, on est le premier parc forestier. La France a le premier parc forestier d'Europe. Il n'y a aucun autre pays où on pourrait autant se chauffer à la biomasse. Il n'y a aucun autre pays où ce serait aussi facile de faire de la chaleur avec de la biomasse. Et par contre, on est le seul pays qui utilise autant l'électricité à cause du lobby nucléaire. On est le seul pays, 80% de l'électricité qui est utilisée en Europe pour se chauffer, c'est en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est délirant par rapport... On est le seul pays, mais ce n'est pas à 2% près. 80%, si vous regardez toute l'électricité qui est utilisée en Europe pour faire du chauffage, avec un très mauvais rendement, il y en a 80%, c'est en France. C'est stupide, alors qu'on a le premier parc forestier. Ça chauffe mal et ça coûte la peau des fesses. Et quand il y a des pics, on nous explique que c'est le nucléaire, mais non, on relance les vieilles centrales au charbon qui coûtent beaucoup plus cher et qui surtout polluent énormément. Donc, développer les PME, il y a plein de PME qui n'arrivent pas à grandir. Là, on a des exemples à prendre en Allemagne, mais Jean-Marc pourrait en parler parce qu'il agit au niveau de la région. Les aider à la transmission, quand les responsables d'entreprise partent en retraite, permettent le développement de l'activité ou que les salariés reprennent l'activité. Et les collectivités peuvent aider des salariés, peuvent être partenaires de salariés qui veulent continuer l'activité et transmettre l'entreprise. Une vraie ambition pour les transports en commun, une vraie ambition pour protéger la biodiversité, pour protéger la nature. Je pense que Yann en parlerait. Très concrètement, tu as créé des dizaines d'emplois grâce à ça. Je finirai juste en disant que les propositions d'Europe Écologie, c'est des solutions triple action. En même temps, ça crée vraiment de l'emploi. En même temps, si on a une vraie politique du logement, une vraie politique sur les transports, une vraie politique d'économie d'énergie, une vraie politique sur les énergies renouvelables, un service public de la petite enfance, le développement des PME, sur la dépendance, le quatrième âge, comment développer l'économie sociale et solidaire, c'est un vrai problème dans le 92. Le département actuel est tenu par la droite, il voudrait privatiser tout ce qui est les problèmes de dépendance et du quatrième âge. Alain, tu me disais l'autre jour, tout à l'heure, que la dépense c'est 3 000 ou 4 000 euros pour être dans une maison de retraite. Voilà. Il faut être très très riche. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il faut être très très riche pour avoir une vieillesse heureuse? Ou est-ce qu'on considère que tout le monde a le droit à l'accès à la santé, à avoir un accompagnement et qu'on développe l'économie sociale et solidaire, que ce n'est pas des grosses boîtes privées qui doivent le faire? Nous, on veut développer l'économie sociale pour que ce soit des boulots qui ne sont pas des petits boulots précaires, mais qu'on accompagne vraiment les gens qui sont très âgés, qui ont besoin qu'on les accompagne et qui veulent rester chez eux. Donc c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat, si on diminue notre consommation d'énergie, si on diminue notre empreinte écologique, et c'est bon pour le pouvoir d'achat. Un dernier exemple, tu disais ce que tu as fait dans ta cantine, développer le bio. Dans une cantine, au début, on se dit « Ok, c'est un bobo, il est écolo, c'est très sympa ». Mais concrètement, si on développe les circuits courts, s'il y a moins de dépenses de transport, s'il y a moins d'emballage en plastique, si c'est des productions locales, on diminue les coûts. On peut créer plus d'emplois, le contenu en emploi est plus important et le coût, la facture pour ceux qui utilisent la cantine, c'est moins cher. Si on a une vraie politique du logement, ça diminue les loyers. Donc avec le même salaire, vous avez plus d'argent disponible parce que les loyers ont diminué. Donc on essaie d'avoir des vraies réponses, de faire face à la crise sociale, faire face à la crise écologique, faire face à la crise démocratique. Je pense qu'on est dans un département où il y a quand même un énorme problème d'éthique. Je me souviens le dernier débat qu'on a fait avec Eva Joly et Robert Badinter pour les régionales. J'avais d'un côté Robert Badinter et de l'autre côté Eva Joly. Et Eva Joly rappelait qu'elle avait perquisitionné le Conseil général du 92 à la recherche d'un mystérieux monsieur Charlie. Personne ne savait qui était ce Charlie. Voilà. Donc on est quand même dans un département où il y a un énorme problème d'éthique. Et je pense que Europe Écologie porte des valeurs différentes. Et puis notre but n'est pas seulement de régler la crise, mais notre but est aussi d'améliorer la qualité de vie de chacun d'entre nous. On n'a qu'une vie, donc oui, on veut faire face à la crise, on veut régler les crises, mais on veut aussi une autre qualité de vie, plus d'équilibre, moins de violence dans les relations entre les personnes, plus d'équilibre dans les temps de transport. C'est aussi notre vision, ce n'est pas simplement répondre à la crise, c'est un autre modèle de société. Merci. Merci Pierre.